Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette dernière session de chat vidéo. Alors, dernière session avant les congés d'été, bien évidemment, puisque nous nous retrouverons au mois de septembre, à une date qu'on vous définira un peu plus tard. Je ne sais pas si vous avez chaud là où vous êtes, mais là c'est horrible, donc sans plus attendre et pour ne pas perdre trop de temps. Première question. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc la première question est posée par Maude, qui vient de s'installer sur Bourges. Je trouve qu'il est difficile de trouver des modes de garde pour les enfants à partir de 7 ans. Est-il possible pour les garderies des écoles de proposer un planning horaire plus large pour les parents qui travaillent tôt ou finissent tard? Alors, tout d'abord, bienvenue à Bourges. J'espère que voilà, vos premières semaines, premiers mois se passent bien et que vous pouvez profiter en fait de cette belle ville de Bourges. Alors sur les problèmes de garde, bon, comprenez qu'on ne peut pas aussi adapter les gardes dans les écoles en fonction des demandes de chacun des parents, sinon il faudrait qu'on ouvre 24 heures sur 24, 7 heures sur 7. Donc là, je vous engage peut-être concernant votre enfant de regarder plus particulièrement avec la directrice des écoles ou donc peut-être mieux d'ailleurs avec le service scolaire enseignement à Bourges, auprès du directeur ou auprès de l'élu qui est en charge de ce sujet, Madame Marcella Michel. Et voilà, on pourra tenter de trouver une solution en ce qui vous concerne. La question suivante est posée par Marie. Quelles sont vos propositions sur la politique culturelle de la ville? Y a-t-il de prévu par la mairie une mise en valeur du patrimoine historique et archéologique de la ville? Une exposition aura-t-elle lieu sur les fouilles de la Maison de la Culture? Bon, politique culturelle, bon, ben, elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis très longtemps. Frédéric Charpagne, qui est en charge en fait cette délégation culture, a travaillé beaucoup avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient du monde associatif, des professionnels ou des collectivités, sur ce sujet-là, pour monter des opérations et essayer de trouver surtout, je dirais, des synergies, puisque parfois les associations culturelles notamment monter les opérations toutes seules alors qu'il y avait peut-être moyen justement parfois de soucis d'économie, mais aussi pour donner un peu plus d'ampleur aux manifestations, qu'elles se regroupent pour faire des choses plus intéressantes pour le public. Donc ça, c'est une démarche qui a été engagée l'année dernière, voilà, qui vient de se conclure. Après, sur la politique culturelle, se base essentiellement sur les grands événements que nous connaissons. Sans, je ne vais pas évidemment rappeler le printemps de Bourges, un État Bourges qui va débuter dans quelques jours, et aussi tout ce qui tourne sur, on va dire, notamment les présentations, je pense notamment à la Maison de la Culture, qui vient de présenter cette semaine donc sa nouvelle saison, qui me semble évidemment très intéressante. Et puis il y a tout au fil de l'année voilà, des manifestations, organisations faites soit par les collectivités, soit une fois encore par des associations qui ponctuent tout au long de l'année. Et je vous engage d'ailleurs, c'est un rappel de consulter notre outil qui s'appelle Sortir à Bourges sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, et qui va vous permettre de connaître en fonction de vos envies, de ce qui vous intéresse, en fonction des dates, des heures, de connaître ce qui se passe dans notre belle ville de Bourges. Et Dieu sait qu'il se passe beaucoup de choses, notamment dans le domaine culturel. Alors maintenant, sur les aspects archéologiques, vous avez raison, c'est un sujet sur lequel on est en train de réfléchir, puisqu'en fait, on a... Alors, on veut dire l'avantage d'être dans une ville où on trouve beaucoup de choses dans ce domaine-là. Alors, c'est aussi un inconvénient, je ne vous le cache pas, dans le cadre notamment de construction. Mais en tout cas, on a un service archéologique à l'agglomération. Et puis, j'ai eu l'occasion, il y a 2 ans de ça, de visiter les nouveaux locaux où ils sont installés donc, sur la zone d'Esprit 1, et pour constater qu'effectivement, il y a des tas d'éléments qui ont été retrouvés au cours de ces fouilles et qui ne sont pas exposés, qui sont finalement dans des armoires, dans des placards, dans des tiroirs. Et je pense que ça aurait du sens, mais ce n'est pas si simple que ça, de trouver un moment, un instant, ou peut-être un rituel d'ailleurs, pour mettre en exposition ce qu'on peut trouver, en expliquant particulièrement les lieux où on les a trouvés, et puis toute l'histoire en fait de ces fouilles, et surtout de ce que l'on a trouvé. Et pour le cas
particulier de la Maison de la Culture, hein, du site qui a été fouillé donc, il y a maintenant il y a à peu près un an, hein, puisque ça a dû se terminer donc, au mois d'avril de l'année dernière, si je ne me trompe pas. On n'a pas prévu spécifiquement de mettre en valeur ce qui a été trouvé. Ceci dit, ça peut faire partie justement quand le nouveau bâtiment sera opérationnel, peut-être d'exposer, puisqu'il y aura un grand hall d'exposition, justement exposer ce qu'on aura trouvé dessous, en fait. Donc c'est une idée qu'on a déjà en tête. Voilà. Alors, la question suivante est posée par Jacques. Il semble qu'un des bâtiments du foyer Saint-François, rue Joyeuse, est en très mauvais état. Savez-vous si des travaux de rénovation y sont prévus? Alors, des travaux de rénovation, non. Des projets, oui. J'ai rencontré le président donc, de l'association Saint-François la semaine dernière, de mémoire, qui m'a exposé effectivement de contacts qu'il avait déjà avec un certain nombre d'investisseurs, pardon, et entre autres un bailleur social qui serait intéressé pour la réhabilitation de ce bâtiment. Donc voilà où ça en est aujourd'hui. Donc justement, le président était venu me faire part donc, de ce projet, mais qui n'est pas abouti pour l'instant, mais les discussions sont en cours. La question suivante est posée par Vanessa. J'ai fait appel au Castor pour l'entretien des espaces verts, des jeux pour enfants rue Ningesser-Écoli, mais à ce jour, ça n'est toujours pas entretenu. Pouvez-vous me dire si cela va évoluer? Comme ça, non, très sincèrement. Mais par contre, je vous engage, alors si vous avez fait appel Castor, ne les rappelez pas, parce que je pense que ça ne servira à rien, je ne sais pas, peut-être que si. En tout cas, ce que je vous préconise, c'est que vous me fassiez soit un petit email ou un petit courrier, enfin quelque chose de rapide, à mon attention. Et je veillerai personnellement à ce que l'entretien soit réalisé. Je pense que vous êtes sur le square en Marie-Bastier, j'imagine au bout, ou l'espace vert qui se trouve juste avant, moi, je visualise. Faites-moi un petit mot et puis je m'en occuperai personnellement. Alors, une question de Cécilia. Pourquoi les magasins du centre-ville n'ouvrent pas leurs magasins quand les grandes surfaces sont fermées? Très bonne question, merci de me l'avoir posée. Je ne sais pas y répondre. Bon, c'est vrai que le commerce à Bourges est en difficulté. Bon, il n'y a pas qu'à Bourges, hein, il y a toutes les villes moyennes de France et puis je peux même dire d'Europe. Hein, j'étais aux assises nationales des cœurs de ville donc, la semaine dernière à Metz. Et il y avait même des pays européens qui étaient représentés, des villes moyennes qui connaissent aussi les mêmes difficultés. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, effectivement, l'une des pistes, alors moi je ne suis pas un spécialiste du commerce, hein, une des pistes pourrait consister justement, s'il y a opposition entre les grandes surfaces et les magasins, je dirais, de cœur de ville, faut-il encore le démontrer. Mais si c'était effectivement le cas, il pourrait être judicieux que les horaires d'ouverture soient complémentaires, au moins sur cette période-là. Maintenant, évidemment, ce n'est pas de la responsabilité du maire que je suis et du président de l'agglomération, c'est la responsabilité des commerçants de le faire. Et notamment, je pense que c'est un sujet que l'Office du commerce et de l'artisanat de Bourges, hein, qui a été mis en place en 2015, qui a pour objectif, entre autres, de fédérer en fait, l'ensemble des unions commerçantes et des commerçants, de réfléchir à ces sujets, et avec l'intérêt, effectivement, que, allez, si ce n'est pas tous les magasins qui ouvrent en même temps, les magasins, on va dire, de centre-ville, au moins la très grande majorité ouvrent en même temps, parce que s'il y en a 2 ou 3 parmi tous les autres, ça ne servira à rien. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel le CAP travaille, et il y a bien d'autres sujets, bien évidemment, pour faire en sorte que ce commerce de centre-ville soit plus performant. Il y a d'autres je dirais, items sur ce sujet sur lequel on peut travailler collectivement, mais là, effectivement, une fois encore, c'est de la responsabilité des commerçants. C'est leur politique de vente, en fait. La prochaine question est posée par Gilles. Hier, j'ai effectué une halte au café Le Sancerre en terrasse et j'ai constaté que les automobilistes roulent à vive allure et nuisent au confort serein que l'on peut espérer dans la ville et aussi à l'égard des touristes qui nous visitent. Pensez-vous pouvoir examiner et répondre à ce problème d'environnement acoustique et de confort urbain? Alors, le Sancerre, si je ne me trompe pas, c'est rue Moyenne, hein, c'est ça? Je n'ai pas l'habitude de faire tous les bistrots, mais je situe à peu près. Mes collaborateurs qui ont l'habitude de faire tous les bistrots m'ont confirmé. Donc c'est bien rue Moyenne. Alors, bon, on fait des comptages de vitesse régulièrement rue Moyenne.
Globalement, les vitesses pratiquées sont raisonnables, elle est autour de 30-40 km/h, donc c'est la vitesse limitée autorisée donc, dans cette rue, 30 km/h. Alors ce qui n'empêche pas, effectivement, et ça je veux bien vous croire, qu'exceptionnellement, il peut toujours y avoir un automobiliste qui dépasse largement ces limitations de vitesse. Bon. Et c'est vrai que les contrôles que nous avons faits jusqu'à présent ne montrent pas en moyenne d'excès par rapport à la vitesse autorisée. Bon, il n'est pas moins vrai qu'il peut se trouver ce cas de figure. Et se repose la question d'ailleurs de la piétonisation ou non de la rue moyenne. Alors il y a un vrai débat là-dessus depuis des années. Hein. Personne n'a encore tranché sur ce sujet. Moi personnellement, je n'ai toujours pas tranché. Il est possible qu'on le fasse rapidement, tout au moins qu'on ait les éléments de la décision, puisqu'en fait nous avons réalisé il y a un mois de ça à peu près, je le situe, des comptages. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez pu voir on va dire des câbles à travers un certain nombre de rues dans ce secteur, la rue Moyenne, la rue Branly, la rue Jacques-Cœur, la rue du Commerce, la place Mirepied et la rue des Arènes, entre autres, pour qu'on puisse compter le nombre de véhicules qui empruntent ces différentes voiries. Et puis, en complément de ce comptage, il y a une enquête sur ce qu'on appelle l'origine-destination, ce qui a permis de vérifier quand un véhicule, par exemple, vient de la rue Moyenne et emprunte, par exemple, la rue du Commerce et la rue... vient de la rue des Arènes, pardon, oui, emprunte la rue Moyenne et la rue Moyenne, par exemple, qu'on sache d'où elle vient et où est-ce qu'elle va. Bon. Ça, c'est important parce que moi, je répète depuis des années, parce que j'ai entendu dire ça dans le passé, mais je peux avoir le doute là-dessus, c'est que la grande majorité des véhicules qui empruntent la rue Moyenne sont des véhicules qui stationnent sur le parking Cujas. Bon, alors, soit, mais comme j'en suis pas sûr, j'ai demandé ce qu'on ait ces comptages, parce que ça change la donne. Imaginons que ce soit le cas, que la très grande majorité des véhicules qui empruntent la rue Moyenne sont ceux qui sont stationnés au parking Cujas. Si on rendait la rue Moyenne piétonne, hypothèse dans ce cas-là, comment on évacuerait en fait ces véhicules? Pas beaucoup de solutions. C'est la rue Porte-Jaune, c'est la rue Branly et c'est la rue Jacques-Cœur, ou la rue du Commerce à contresens. Donc vous voyez que ces rues ne sont pas faites pour recevoir une circulation importante, hein, parce que je crois qu'on est entre 6 000 et 8 000 véhicules jour rue moyenne. Donc voilà, donc vous voyez, ces éléments sont importants. À l'inverse, hein, si c'est que 20% des véhicules du parking Cujas qui empruntent la rue moyenne, ça change la donne. Ça signifie que 80% des véhicules viennent d'ailleurs et peut-être leur proposer un autre axe de circulation. Alors est-ce que c'est pour se montrer? C'est possible. Est-ce que c'est pour le fait que ce soit plus court en fonction d'où on vient? Bon, ça reste encore aussi à démontrer. Donc le statut de la rue moyenne, le choix du statut dépendra effectivement de ces éléments de la décision qu'on devra avoir partiellement, je crois que le 26 juin, et puis la totalité au mois de septembre. Dès lors qu'effectivement on changera le statut de la rue moyenne, hein, qui peut passer par une requalification, c'est-à-dire une reconception complète, peut-être la suppression des trottoirs. Si elle est piétonne, on serait sur un format, je dirais, du cours Avaricom ou un format de la rue Cours-Salon, par exemple. Évidemment, à ce moment-là, il n'y aura plus ou très peu de véhicules qui l'utiliseraient. Si on est sur un statut de zone de rencontre, hein, plutôt ce qu'on appelle une zone 20, hein, vous avez le cas qui se présente de la rue Jacques-Cœur, hein, qui passe devant le palais Jacques-Cœur, qui effectivement autorise les circulations automobiles, mais aussi piétonnes et aussi à vélo, mais avec une hiérarchisation, c'est-à-dire le piéton prioritaire sur le vélo et la voiture, le vélo prioritaire sur la voiture, ainsi de suite. Donc ça rend des secteurs apaisés et ça peut contribuer effectivement à faire en sorte que s'il y a des véhicules qui roulent peut-être encore un peu vite aujourd'hui dans la configuration de la rue moyenne, fasse en sorte que les choses se passent mieux avec une requalification complète. Bon voilà, j'étais peut-être un peu long dans l'explication, mais je pense que c'était important de vous faire partager ce travail qu'on a en cours sur ce secteur-là. Alors, une question médicale nous vient de Cynthia. Comment fait-on pour se soigner dans le Cher? J'ai 1 mois de délai pour avoir un rendez-vous chez mon médecin généraliste et concernant les rendez-vous avec un spécialiste à l'hôpital, ils ne répondent pas. Ça, c'est une bonne question qui nous préoccupe hein, depuis longtemps, mais bon, qui s'accentue depuis quelques semaines hein, sur la problématique de désertification médicale sur l'ensemble du département.
qui génère en fait des problématiques de traitement des urgences au centre hospitalier Jacques Coeur, hein, avec la suspension du SMUR qui a eu lieu pendant quelques temps. Donc c'est un vrai problème global. Maintenant, sur le court terme, les solutions ne sont pas forcément simples. On reçoit la directrice de l'Agence régionale de santé le vendredi, je crois, de mémoire, pour voir avec elle quelles sont les actions qu'on peut mener à court, à moyen et à long terme. Pour résoudre ce problème qui ne va pas forcément se régler en claquant des doigts. Hein. Ce n'est pas aussi simple que ça. Problème qui touche évidemment notre département, mais bien d'autres départements en France. Alors, ce n'est pas rassurant, ça veut dire qu'on n'est pas un cas exceptionnel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai adressé, pas plus tard que ce matin, un courrier au président de la République pour le sensibiliser sur l'urgence à agir, en fait, et de parler, mais agir rapidement pour traiter ce sujet. C'est un sujet qu'on traite en collaboration avec les 3 députés du Cher. Hein, donc, on recevra d'abord la directrice de l'ARS vendredi ensemble. Hein, on vient de le convenir il n'y a pas plus tard qu'il y a un quart d'heure. Voilà. Alors maintenant, concrètement, alors si vous avez besoin d'un rendez-vous avec un spécialiste à l'hôpital, alors méfiez-vous d'une chose, c'est que, alors je ne sais pas si vous l'avez vérifié, mais très souvent, pas forcément systématiquement, vous devez passer par le site internet du centre hospitalier pour prendre les rendez-vous. Hein. Les rendez-vous se font soit par internet pour certains spécialistes, soit par téléphone, mais effectivement, dans certains cas, ça ne répond pas, soit en vous déplaçant. Alors, c'est pas facile, mais surtout si vous n'habitez pas Bourges, hein, c'est pas forcément très simple. Mais en tout cas, soit en vous déplaçant. Donc, sachez que si on ne répond pas, c'est que la plupart du temps, le service de prise de rendez-vous se fait par internet. Après, le médecin généraliste, écoutez, voilà, on est exactement dans ce problème-là. Il y a de moins en moins de généralistes. Et puis, il y a autant de patients, avec en plus des patients vieillissants. On a une population qui vieillit, qui a en conséquence de quoi besoin de davantage de suivi. Et on se trouve dans cette configuration très compliquée. Alors, j'aurais tenté de dire, essayer de voir peut-être avec des médecins qui se trouvent dans la ruralité. Parce que paradoxalement, alors je ne dis pas que c'est vrai dans toute la ruralité, hein, dans toute notre campagne du Cher, mais quand même, sur certains cantons, les choses se passent plutôt mieux que dans notre ville. Voilà, donc voilà, c'est une piste que je vous donne. Tentez-la pour avoir un rendez-vous le plus rapidement possible. La prochaine question est posée par David18. Pour quand sont prévus les travaux de la place Victor Hugo ? Alors, les travaux devraient démarrer dès le mois de septembre-octobre, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, hein, je n'ai pas fait exprès, hein, excusez-moi. Parler de Victor Hugo, on aurait pu parler de Zola. Donc, je crois que c'est septembre-octobre. Et devrait se terminer avant le printemps de Bourges prochain, avec une interruption des travaux qui vont se faire pendant les fêtes de fin d'année, hein, jusqu'au début d'année, début janvier, en fait, hein, tout de suite début janvier. Une information. D'ailleurs, c'est qu'on fait une réunion de public sur le sujet, je ne sais plus la date, je crois que c'est le 26 juin, c'est ça de mémoire, j'ai encore de la mémoire, le 26 juin dans l'hall d'exposition d'Amérique, je suppose, auquel vous êtes conviés, hein, si ça vous intéresse, bien évidemment, et sur lequel on partagera surtout ce que l'on va faire, on l'a déjà dit, mais aussi comment vont se passer les travaux, comment ils vont se dérouler, notamment par la fermeture partielle de la rue Moyenne pendant le temps des travaux, donc qui va créer de la perturbation, évidemment, et un plan de déviation qui va être mis en place. Donc voilà, je vous invite à venir le 26 juin, soit en fin d'après-midi, je mets déjà une 18h ou 18h30. Enfin, vous allez trouver ça probablement sur le site internet de la ville de Bourges, et vous aurez donc plus de précisions. En tout cas, démarrage fin septembre, début octobre, et puis on va dire fin des travaux avant le printemps de Bourges, c'est-à-dire mars-avril l'année prochaine. La question suivante nous vient de Mathieu. Quand pensez-vous refaire le chemin de la Planche aux Vignerons ? Écoutez, pas dans l'immédiat, sauf, alors j'ai pas forcément en tête tout le programme de rénovation de voiries et de trottoirs sur 2018 déjà, hein, puisque je dois voir le responsable demain matin pour faire un point là-dessus, pour lancer les opérations. Alors je ne sais plus si la voirie dont vous parlez fait partie donc, de ce programme, sincèrement je ne sais pas vous dire. Re-questionner les services ou re-questionnez-moi la prochaine fois, vous faites-moi un petit email, un petit mémo, et je vous répondrai rapidement pour vous dire si ce chemin est prévu sur le programme 2018 ou pas.
Samuel vous demande si le projet Intermarché des Donjons est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité. Nous avons reçu il y a à peu près un mois un courrier nous spécifiant que les travaux allaient démarrer maintenant rapidement. Ça va être d'ailleurs concomitant aux travaux qu'on va lancer sur la réfection, requalification de la rue Louis-Mallet, qui comportera notamment un rond-point pour desservir, un giratoire pour desservir ce commerce. La question suivante est posée par Tom. Que pensez-vous de l'insécurité sur la ville de Bourges? On ne peut presque plus sortir sans se faire insulter ou agresser. Oui, bon, peut-être. Je pense que c'est peut-être un peu exagéré parce que je côtoie autour de moi des tas de personnes tout au long de la journée. Je n'ai pas le sentiment qu'ils soient agressés, insultés toute la journée. Alors maintenant, c'est peut-être votre cas, c'est peut-être le cas dans un secteur particulier. Je ne veux pas dire que c'est bien, hein, je ne veux pas forcément minimiser les choses. Je crois qu'il faut quand même relativiser. De là, ne pas sortir en ville, je ne sais pas. Moi, j'étais aux fêtes médiévales il y a 15 jours, il y avait énormément de monde en ville, donc je pense que les gens ne sont pas tous fait insulter. Tout le moins, je l'espère. Enfin, a priori, ils n'avaient pas l'air d'avoir subi ce type d'agression. Donc voilà, sincèrement, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Je ne dis pas que ce que vous me dites est faux, hein, que ça puisse arriver. On n'est pas quand même non plus une ville exemplaire. Il ne faut pas croire ça. En tout cas, je n'y crois pas. Mais je pense quand même, on est plutôt dans une ville paisible où il fait bon vivre. Donc écoutez, s'il y a des secteurs où vous vous trouvez dans cette situation, essayez de passer ailleurs et ça se passera bien, vous allez voir. La question suivante est posée par Pierry Mathieu. Il y a quelques mois, des ralentisseurs ont été placés à Gionne. Je suis un habitant de Gionne et j'estime que les ralentisseurs n'y font rien car ils ne sont pas assez hauts et pas assez larges. La vitesse est toujours au rendez-vous. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? C'est toujours des sujets, des vitesses pratiquées. Vous nous avez demandé effectivement, parce que ça fait très longtemps qu'on vous expliquait qu'on ne pouvait rien faire pour vous sur ce mandat-là. Et plus récemment, je crois que c'est l'année dernière, au début de cette année, qu'on a mis en place ces ralentisseurs sur nos villages de Gionne, avec des panneaux à l'entrée du village. Alors, qu'un panneau, il faut en mettre un de l'autre côté. Je sais qu'on m'en a réclamé il y a une quinzaine de jours. Les ralentisseurs, il faut savoir, ce qu'on appelle les coussins berlinois sont normés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire trop pour des raisons de sécurité, hein, puisque dès lors qu'il puisse y avoir un accident, peut-être quelqu'un de roue qui utilise ces ralentisseurs et chute gravement, c'est aussi notre responsabilité. Donc c'est pour ça qu'on doit respecter des normes et des hauteurs. Maintenant, ce n'est pas la panacée, mais il n'y a pas de bonne solution sur les vitesses pratiquées. Ils ont, à mon avis, au moins le mérite pour ceux qui roulent quand même raisonnablement, malgré tout, même si on est au-delà des vitesses autorisées, de ralentir quand même ces vitesses. Maintenant, celui qui aura décidé de rouler à 90, il roulera à 90. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Donc, sincèrement, je peux faire vérifier. On a fait des comptages avant la mise en place de ces ralentisseurs. On peut refaire des comptages s'ils n'ont pas été faits après la mise en place de ces ralentisseurs et on verra globalement, en moyenne, l'efficacité de ces ralentisseurs. Donc voilà, je vais vérifier que les choses sont efficaces. Une question de Jimmy de Bourges. La patinoire de Bourges prenait feu le 13 août dernier. On nous annonçait une ouverture envisagée fin novembre 2017. Finalement, selon le directeur de la structure, cela a été pour janvier 2018 ou février 2018. Devrons-nous attendre 2019? Oui, je ne vous donnerai pas de date d'ailleurs en fait, hein, puisqu'on est toujours enfin, il y a eu des discussions en cours avec les assurances, les experts. Vous savez, dans ce cas-là, c'est pas facile et ça prend beaucoup de temps. Là, on est en train de finir d'évaluer les travaux qui sont à réaliser, parce que maintenant, on peut enfin réaliser ces travaux de réparation. On n'a pas finalisé ces études, il faut qu'on chiffre et qu'on réalise ces travaux. Très sincèrement, je ne vois pas ça terminé avant la fin de l'année. Donc, je vous donne plutôt rendez-vous en 2019. Alors, la date, sincèrement, je ne sais pas. Dès qu'on aura les informations, l'information la communiquera. Tao voudrait savoir s'il y a eu une évolution concernant les commerces de proximité au Creps. Pas du tout. Hein, l'espace est toujours disponible. Hein, c'est une question, je crois, qui a déjà été posée à la session précédente, me semble-t-il.
Voilà, ce que je peux vous dire qu'il y a un espace qui est disponible entre l'école des Machereaux et le lotissement Maréchal Juin, je vais l'appeler comme ça. Donc, si des commerçants sont intéressés pour implanter un commerce, voilà, l'espace est à leur disposition. Ils le savent, hein, en tout cas. Donc, maintenant, s'il y a pas de commerce qui ne s'implantent pas, c'est pas la municipalité de faire le nécessaire. Nous ne sommes pas ni vendeurs de journaux, ni vendeurs de pain. Une question de Cécilia. Qu'avez-vous prévu pour faire venir les touristes cet été? Eh ben, on a prévu, comme d'habitude, hein, c'est-à-dire faire parler déjà en amont, faire parler beaucoup de la ville, hein, de manière à faire venir aussi peut-être des gens qui sont venus à Bourges, pas pour faire du tourisme mais précédemment, mais qui ont découvert cette ville et qui ont envie de revenir. Alors voilà, je passe à faire une liste à l'après-vert, mais toutes les organisations nationales ou internationales de sport, je pense au championnat du monde cadet junior escrime, je pense au championnat d'Europe U16, je pense au récent championnat de France judo par équipe, je pense au congrès aussi qu'on a organisé, notamment le congrès de la Fédération française de rugby qui a lieu l'an dernier. Bon, et puis j'en oublie, c'est tous ces événements qui participent à faire venir des gens sur notre territoire qui ne seraient peut-être pas venus naturellement. Et à partir de là, certains d'entre eux découvrent la ville et je ne sais pas qu'est-ce qu'il me disait encore, j'ai rencontré quelqu'un hier avant-hier en me disant je ne connaissais pas Bourges, je découvre Bourges, c'est une ville juste exceptionnelle. Donc ça se sait et le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de communication. Bon, donc ça, c'est du travail aussi à moyen terme qui doit porter ses fruits. Puis il y a toutes les animations traditionnelles. Un été à Bourges, bien évidemment, qui commencera par la fête de la musique le 21, donc ça doit être jeudi, si je ne me trompe pas, avec une chaleur torride, hein, je crois qu'il est prévu 30 degrés jeudi, donc soyez vêtus d'une façon adéquate. Et voilà, jusqu'à la fin de l'été, un été à Bourges. Vous avez bien sûr tous les musées, tous les patrimoines qui seront ouverts. Vous avez des expositions. Là va paraître très bientôt, je viens de valider le contenu du prochain journal Nouvelles de Bourges. Hein. Donc vous avez listé aussi tout ce que vous allez pouvoir trouver donc, cet été, qui s'adresse évidemment aux berruyers, mais qui s'adresse aussi aux touristes. Je pense à la plage. Donc on veut dire la plage, pourquoi les touristes viendraient à la plage? Pourquoi pas? Il y a bien des touristes qui vont à la plage sur la Méditerranée ou sur l'océan, ils peuvent très bien venir à Bourges se baigner. Bon voilà, donc c'est toute une panoplie de manifestations qui existent, qui sont finalement des rituels, un travail en amont et des manifestations nouvelles qui vont avoir lieu tout au long de l'été. Prenez le cas des fêtes médiévales, hein, je l'ai cité tout à l'heure, qui ont lieu il y a 15 jours, qui a été un vrai succès. Hein, c'est la 3e édition, mais on est vraiment monté en puissance. Quand je vois le nombre de personnes qui étaient présentes dans les rues, dans le jardin de l'archevêché, et puis en finale face à la cathédrale pour l'opération d'illumination de la cathédrale, je fais le pari qu'il n'y avait pas que des berruyers ou des habitants du Cher. Donc tout ça, on faut le faire savoir. Il y a eu une grande campagne aussi d'affichage qui a eu lieu dans le métro à Paris sur les fêtes médiévales il y a un mois et demi de ça. Ça contribue à faire connaître notre territoire et montrer qu'il est attractif. Donc voilà, tout ça, en plus on a des indicateurs qui nous permettent de mesurer l'efficacité donc, de la fréquentation des touristes. Donc je n'ai pas encore le bilan de 2017, mais j'aurais pas tardé à l'avoir. Et puis on suit ça et je pense que les choses sont plutôt bien parties et je pense qu'on a du potentiel pour faire encore davantage. Et je veux aussi souligner que le choix qu'on a fait de confier à l'AD2T la promotion du tourisme de l'agglomération et de la ville est un choix intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir des offices de tourisme disséminés dans les différentes communes, je vais dire ça comme ça, au moins on confie à une organisation départementale la promotion de l'ensemble des atouts de notre territoire, qui soient des atouts patrimoniaux. On parle évidemment à Bourges, on connaît le Palais Jacques-Cœur, on connaît la cathédrale Saint-Étienne, mais aussi l'abbaye de Noirlac, et puis les atouts gastronomiques, le vin, le fromage, tout ce qui fait, et notre campagne qui est magnifique. Donc voilà, je crois que c'est une opération qui porte ses fruits, qui portera ses fruits encore dans le futur proche. La question suivante est posée par Sébastien. Peut-on espérer une amélioration au niveau ferroviaire pour Bourges, un espoir pour le TGV? Il faut toujours avoir de l'espoir, parce que l'espoir fait vivre. Très sincèrement, sur le sujet, alors je vais évacuer le sujet TGV, hein, l'association
vit toujours, est toujours active, hein, mais je crois qu'il faut toujours travailler sur ce sujet-là qui doit déboucher, c'est une évidence, mais on n'est pas sur le court terme. Je pense que la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est le court terme. Alors aujourd'hui, voilà, je ne suis pas très optimiste sur l'amélioration de la mobilité sur notre territoire. Ceci dit, j'ai beaucoup insisté, alors je ne vais pas être trop technique, sur le STRADET, qui est on va dire un schéma régional de développement des territoires. Bon, ce n'est pas exactement ça le sigle, mais en tout cas, en synthèse, c'est quand même à peu près ça, pour travailler sur la mobilité, qui est un frein à l'attractivité de notre territoire. C'est un frein sur les commerces, c'est un frein sur la présence médicale, c'est un frein sur l'emploi, c'est un frein sur le tourisme. Et en tout cas, c'est un point fort que j'ai soutenu, alors à la fois sur les lignes ferroviaires. Alors on parle des lignes ferroviaires nord-sud, mais aussi les lignes ferroviaires est-ouest et vice-versa. C'est aussi important. Et puis aussi développer un axe, alors ça c'est un vieux sujet aussi, un axe sécurisé, alors que je vais appeler 2 fois 2 voies pour faire simple, entre Bourges et Châteauroux, de manière à pouvoir aussi peut-être participer au développement de l'aéroport de Châteauroux et faciliter effectivement l'approche de notre territoire vis-à-vis de l'Indre, parce que là c'est vrai qu'aujourd'hui il faut 1h15 pour aller à Châteauroux, enfin 1h15, et puis ça reste finalement un temps important sur des villes qui sont quand même relativement proches l'une de l'autre. Donc voilà, je pense que aujourd'hui sur le ferroviaire, bon, il y a des gros investissements qui sont faits sur la rénovation des lignes ferroviaires et sur les véhicules qui les empruntent. Je pense que c'est une bonne chose, puisque ça va participer à court terme à améliorer les conditions, je dirais, de transport des voyageurs, même si ça n'augmente pas la fréquence. En tout cas, ça limite les pannes, ça limite les retards, ça rend le transport plus conforme. Mais quant à augmenter la fréquentation, voilà, je pense qu'il faudra encore la fréquence, pardon, je pense qu'il faudra attendre un petit peu. La question suivante est posée par Kayser. Les immeubles du Prado sont très dégradés. Ne méritent-ils pas un plan de rénovation pour les résidents et les touristes ? Si, sur les immeubles du Prado, enfin, ce qu'on appelle à proximité de Leclerc, j'imagine que c'est ça. Donc c'est un point important qui rentre dans le cadre peut-être du nouveau plan de renouvellement urbain, hein, donc, sur lequel on est en train de travailler, et où je passerai, on va dire, en pré-jury, donc le 2 juillet à l'ANRU. Ça fait partie des hypothèses de réhabilitation, parce que je suis d'accord avec vous que ce sont des immeubles qui nécessitent d'être réhabilités à la fois extérieurement et réaménagés intérieurement. La question suivante est posée par Laurent. À quand des mesures pour lutter contre les nuisances sonores ? Barbecue qui se prolonge très tard dans la nuit avec de la musique à fond, véhicules qui se garent près de la plage du Val d'Oron le soir après 19h. Il faudrait des panneaux pour prévenir ces individus, des passages avec intervention de la police municipale par exemple. Alors, si la ville vit, tant mieux. Ça veut dire qu'en fait, on y est bien, quelque part. Bon, maintenant, effectivement, il peut y avoir des abus. Il peut y avoir des abus exceptionnellement, bon, ça peut arriver. Et puis, je crois qu'il faut être aussi tolérant et admettre le vivre ensemble, parce qu'on n'aime pas quand le voisin fait du bruit parce qu'il fait un barbecue. Par contre, on oublie que quand on en fait un, on fait autant de bruit pour le même voisin. Donc voilà, il faut apprendre aussi à être, une fois encore, vivre ensemble et être raisonnable. Et quand on organise effectivement des soirées type barbecue, on sait que ça peut durer un peu dans la nuit, hein, c'est la plupart du temps au beau jour. Mais par contre, effectivement, il y a des horaires à respecter. Donc là, c'est la vie en bon voisinage qui doit régler tout ça. Maintenant, sur les interventions, on parlait de la plage du Val d'Oron, bon, on peut mettre des panneaux, ce qui ne changera strictement rien. Mais par contre, effectivement, des passages de nuit par des services de sécurité est tout à fait envisageable. On peut comprendre qu'aujourd'hui, la police nationale a sans doute d'autres priorités que ça à régler. Alors, peut-être à tort, mais bon, ils font aussi, la police fait avec les effectifs qu'elle a et gère ses priorités par rapport aux sollicitations qu'on peut avoir. Mais je veux quand même rappeler que l'année prochaine, on aura une police municipale de soirée, hein, qui pourra intervenir plus facilement d'ailleurs sur appel justement sur les cas particuliers que vous avez évoqués, pour faire en sorte de retrouver la tranquillité dans certains secteurs. Voilà, donc pour l'instant, signaler quand vous avez des problèmes avec le voisinage, on va essayer de traiter ça à l'amiable, et puis voilà, si ça dure,
au-delà d'une heure, n'hésitez pas à contacter la police nationale. Je ne dis pas qu'elle viendra systématiquement, mais il m'arrive de faire équipage avec la BAC de temps en temps. Et j'ai vécu en vraie grandeur, des fois, quand il y a effectivement des débordements dans le cadre de petites fêtes, le déplacement de la BAC pour simplement rappeler à l'ordre. Et dans ce cas-là, ça se calme assez rapidement. Une question de Marine. À quand le déménagement du skatepark? Car les personnes y allant dégradent le matériel d'athlétisme, tapis de perche, bouts de verre sur la piste, aires de lancer. Qui a posé la question? Je n'ai pas entendu. Marine. Bonjour Marine. Alors le déplacement, ce ne sera pas un déplacement, c'est la création d'un nouveau skatepark dont les travaux devraient démarrer donc cet automne, d'ici la fin de l'année, se terminer en début de l'année prochaine, et devrait se situer au Val d'Oron. Voilà, un lieu encore à préciser, mais voilà le timing, donc ça ne s'agira pas d'un déplacement, c'est la création d'un nouveau skatepark, il y en a à peu près pour 500 000 €. Je veux dire que c'est pas un petit cadeau. Et je rappelle que c'était un engagement de campagne d'une part, et c'est un engagement que j'avais fait auprès de certains militants utilisateurs de skatepark au moment où les discussions sur la mesure de la culture étaient un peu chaudes, je vais appeler ça comme ça, en 2015, et je leur avais promis qu'en 2019, ils auraient un nouveau skatepark, ce qui est le cas. La question suivante est posée par Tom. Serez-vous présent sur la descente infernale ce week-end? Oui, oui, tout à fait. Alors, pas dans un bolide, enfin, en tout cas, ou alors si c'est dans un bolide, c'est qu'on m'aura fait une surprise, peut-être de mauvais goût, donc je serai présent. Alors, j'ai les horaires parce que je ne les ai pas en tête. Alors, sans doute pas de 14 h à 21 h, mais en tout cas, je serai présent parce que je trouve que c'est une belle fête. En plus, ça fait un temps un temps extraordinaire, ce qui était le cas à chaque fois d'ailleurs. Et c'est une belle manifestation qui prend de plus en plus d'ampleur. Et puis ça me fait d'autant plus plaisir qu'il y a beaucoup de monde, hein. Il y a, je crois, entre 14 et 15 000 spectateurs qui sont présents. Et ça me fait d'autant plus plaisir que quand j'avais lancé ça en 2015, tout le monde m'a ri au nez en disant si c'est ça l'animation dans la ville, oui, c'est ça l'animation dans la ville. Quand une manifestation qui réunit un même après-midi entre 14 et 15 000 spectateurs, pour moi c'est une réussite. Une question de Bernadette. Je voudrais savoir comment avoir un rendez-vous avec vous. Et pour les personnes en situation de handicap, au niveau emploi, y a-t-il des actions mises en œuvre? Alors, rendez-vous avec moi, je vais vous donner mon numéro de portable, le 06... Non, j'arrêterai là. Vous appelez mon secrétariat au cabinet, donc voilà, vous calerez un rendez-vous avec moi, j'ai aucune difficulté avec ça, je reçois à la demande, je reçois qui le souhaite. En tout cas, j'ai pas de souci. Maintenant, pour les personnes mobilité réduite en termes d'emploi, il y a Prométhée qui fonctionne beaucoup. Prométhée qui est situé à l'Aïtol, boulevard, rue Maurice Roy plus exactement. Mais vous pouvez aussi solliciter la mission emploi, vous pouvez solliciter pour les plus jeunes la mission locale jusqu'à 25 ans. Tous ces organismes travaillent ensemble en tout cas. Et il y a aussi je crois, je vais dire un salon, mais qui a lieu à l'automne, je crois, de mémoire, spécifiquement dédié à l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais prenez contact soit avec la mission emploi, soit avec la mission locale, soit avec Prométhée, et vous aurez forcément un contact pour vous aider à régler le problème. Mais n'hésitez pas à appeler aussi par ailleurs mon secrétariat pour avoir un rendez-vous. Une question d'Alexandre. Le dossier de l'ancienne Maison de la Culture avance-t-il? Quels projets sont dans la balance? Et à quel horizon pourra-t-on attendre une évolution? Alors, il n'y a plus de projet dans la balance, puisqu'en fait, le travail était accompli en contestation depuis 3 ans maintenant, juste à peu près 3 ans, entre les consultations, entre les ateliers, les propositions et les réflexions d'un projet commun. Il nous reste à finaliser d'ici la fin du mandat, donc d'ici 2020, le pré-programme de ce qu'on va faire dedans. Et pas plus tard qu'à midi, j'ai échangé avec Daniel Colling, l'ancien directeur du Printemps de Bourges, et j'évoque ce sujet avec le nouveau patron du Printemps de Bourges, enfin plutôt le patron de Morgane qui porte le Printemps de Bourges, avec lequel j'ai un rendez-vous, je ne sais plus, dans une quinzaine de jours, en tout cas, pendant l'été, pour avancer concrètement sur ce projet. Concrètement, rien ne se fera sur ce mandat.
J'avais dit ça déjà pendant la campagne municipale. Hein, donc, comme je savais qu'on avait ce projet Maison de la Culture qui partait, on aurait été dans la capacité financière de soutenir les deux. Mais en tout cas, on s'était donné ce temps justement de réflexion et de concertation pour bâtir un projet qui réponde à l'attente. Alors on est quand même, bon, je vais vous donner quelques pistes. On est sur une utilisation culturelle, hein, ce qui me paraît important. Une utilisation qui aurait un lien avec le printemps de Bourges, mais tout au long de l'année. Et puis avec un axe particulier d'associer en fait cette image printemps de Bourges, ces actions printemps de Bourges tout au long de l'année par des nouvelles technologies et notamment par des startups qui seraient sur le créneau du numérique et du spectacle vivant. La question suivante est posée par Merveille. Pour quand sont les rénovations du cinéma et de ses salles? Très bonne question, je ne sais pas vous répondre, c'est hors compétence de la ville. Donc sincèrement, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait un projet, là, le directeur m'en avait parlé il y a l'année dernière. Mais sincèrement, je ne sais pas vous répondre. Pour ça, écoutez, rendez-vous directement au CGR, demandez M. Thuillier, le directeur, et je pense qu'il sera en capacité de vous répondre. La question suivante est posée par Cécilia. Pensez-vous que nous aurons un électrodépôt à Bourges? Un électrodépôt. Eh bien, écoutez, je vais vous avouer une chose, je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, j'en suis vraiment désolé. Donc, un de mes collaborateurs en face de moi est en train de chercher sur Google, j'imagine, sans faire de publicité. Et donc, un électrodépôt, ça doit être un dépôt où on dépose des appareils électroménagers. Il semblerait que ce soit une marque, une enseigne, ou pour tous vos achats de petits et gros électroménagers. Pardon, voilà. alors j'étais complètement en dehors. Écoutez, j'en sais strictement rien. Électrodépôt. Ah oui, comme il y a Brico-Dépôt, j'imagine, il doit y avoir électrodépôt. Je n'en sais Oui, c'est une enseigne de magasin discount. strictement rien. J'en ai aucune idée. Alors, vous avez peut-être une piste, vous avez peut-être entendu parler de quelque chose, mais moi, je ne sais pas. Alors, on passe à la question suivante avec Alexandre. Vous venez de parler de la police. Avez-vous des données quant aux caméras de surveillance? Ont-elles rempli leur rôle? A-t-on pu mesurer l'effet dissuasif ou une baisse de délinquance ou d'incivilité? Bon, d'abord, les chiffres, moi, je ne les détiens pas. Hein. C'est plutôt les services de la police nationale qui les détient. Bon, de ce que j'en sais aujourd'hui, c'est que je n'ai pas les chiffres, hein, je ne saurais pas vous répondre. Mais d'une part, on constate effectivement, la police municipale travaille beaucoup avec sur de la prévention. Hein. J'ai en mémoire une vidéo qu'on m'avait montrée il y a peut-être 2 ans de ça, 3 ans de ça, qui montrait quelqu'un en état d'ivresse visiblement, qui paraissait pas comme ça sur la voie publique, et puis finalement qui a pris sa voiture et heureusement qu'une équipe de la police municipale était intervenue, hein, parce ce fait était détecté par les caméras. Et heureusement, parce qu'en fait, le monsieur, en reculant, avait déjà emplafonné sa voiture dans la voiture qui était derrière. Et je pense qu'il était vraiment en incapacité de conduire. Donc voilà, ça, c'est un exemple de préventif. Après, il y a du curatif. Pareil, intervention sur des faits qui se déroulent. Donc, il faut savoir aussi que la police municipale est liée avec la police nationale, qui a les mêmes écrans. Donc, à la place de la police municipale, la police nationale prend le relais, donc est en capacité d'identifier des faits qui se déroulent. Et puis, le troisième niveau, c'est l'enquête. J'ai en mémoire en particulier, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, je crois, au mois d'août, il y a eu 3 cambriolages. Il y en avait un qui était sur un bureau de tabac qui s'est trouvé boulevard Joffre. Il y avait eu une pharmacie, je crois, à Trouy. Le troisième, je ne m'en souviens plus. C'était peut-être la station d'essence, en fait, je ne sais plus. Et donc, quelques temps après, je crois un mois et demi après, l'enquête avait été menée et les caméras de vidéoprotection avaient permis d'avoir un certain nombre d'indices. Et donc, les 3, entre guillemets, malfaiteurs ont été pris posteriori. Donc, je n'ai pas de chiffres, mais en tout cas, la police nationale nous incite à développer ces caméras de vidéoprotection. La gendarmerie, dans la ruralité, incite aussi les communes à s'équiper de vidéoprotection, ce qui a sans doute un intérêt, et d'autant plus que l'État participe en partie au financement de ces caméras. C'est pour ça qu'on en développe encore, hein, dans la ville. Je crois qu'on a largement dépassé l'objectif qu'on s'est donné début de mandat de 100 caméras de vidéoprotection installées. Je crois qu'on a dépassé largement les 100. Donc voilà, je n'ai pas de chiffres, mais en tout cas,
on sait que l'outil est efficace. Il n'y a évidemment pas que ça, mais ça participe effectivement à prévenir, à intervenir et enquêter. Alors, une question de Rudy maintenant. Est-il prévu de rénover le parking de la CAF et de l'assurance maladie? Le parking de la CAF et de l'assurance maladie, est-ce que c'est le parking Saint-Bonnet? J'entends pas, Sabine. Dites-moi. Je pense que c'est le parking qui est situé le long de la rue Parmentier, sous les arbres. Donc le parking Saint-Bonnet, là. Ou celui de la place Sainte-Catherine. Qui est Donc, ça, bon. à Alors, côté du le parking Saint-Bonnet, Saint-Bonnet. pas celui qui est en souterrain, mais c'est celui qui est juste à côté. Non, il n'est pas prévu de le requalifier parce que ça serait vraiment très compliqué. Hein. Vous savez, là, juste à côté, vous avez le parking de la place Sainte-Catherine. Vous avez celui-là, vous avez le même cas de figure du petit parking dont j'ai perdu le nom, du commandant rue Place des Marronniers à côté là. Je perds Du le nom. commandant Martin. Commandant Martin, tout à fait. C'est une configuration où il y a beaucoup d'arbres sur ces parkings-là, des beaux arbres d'ailleurs en l'occurrence, mais l'inconvénient de ces arbres-là, c'est que les racines poussent l'enrobé, hein, vous devez le constater, et finalement esquintent en fait ce parking-là. Donc refaire un enrobé sur quelque chose qui est en mauvais état, 6 mois après, ça sera exactement la même chose. Couper les arbres, je pense que ça ne paraît pas une bonne solution. Donc il n'y a pas, voilà, je pense qu'il faut vivre avec. Je dirais que ce n'est pas forcément le plus moche, le parking Saint-Bonnet qui se trouve en hauteur, hein, par rapport à Sainte-Catherine qui est quand même dans un état plus difficile. Mais en tout cas, voilà, pas de prévision pour l'instant sur ce parking. Une question de Laurent. Pour quand est prévue une rénovation ou un agrandissement des tribunes du stade de rugby Alfred Depège? Pas pour l'instant. Donc, Et simplement pour vous dire, hein, je ne vais pas à tous les matchs à domicile, mais j'y vais quelques fois. Rarement sont pleines les tribunes, hein, très objectivement. Et même j'en discutais avec le président, enfin l'ancien président en fin de saison, il me dit malgré la montée en Fédéral 2, on aurait pu penser effectivement que ça allait augmenter le nombre de spectateurs. On est sur les mêmes jauges que les saisons précédentes. Donc voilà, avant d'agrandir les tribunes, il faudrait déjà les remplir. Bon, il faut peut-être attendre le top 14, mais quand on en sera là, on aura peut-être d'autres projets. alors, une question de Benoît. Serait-il possible de prévenir par le biais de flyers ou SMS des travaux dans une rue, surtout pour les commerçants concernés et impactés? Oui, tout à fait. C'est une proposition que j'avais faite aux commerçants il y a maintenant 7-8 ans, notamment quand il y avait des travaux importants autour d'Avaricom, hein, donc ça avait perturbé quand même l'environnement. Et puis, j'aurais dit, écoutez, ça serait intéressant que vous puissiez nous communiquer un numéro de portable, de manière à ce que quand il y a une coupure, voilà, intempestive qui vient d'arriver, de gaz, ou choses comme ça, qu'on puisse rapidement vous prévenir par SMS. Sauf que j'avais quasiment pas de retour, donc c'est bien la preuve que ça ne doit pas poser un problème. Maintenant, les informations sur les travaux, qui sont prévisibles, vous pouvez les compulser sur la page Facebook et sur la ville de Bourges et de l'agglomération et sur les sites internet respectifs. Ça vous permet effectivement de connaître les prévisions de travaux dans la rue où vous exercez. Mais voilà, mais tout à fait d'accord pour que... Alors c'est peut-être aussi un sujet que devrait prendre à sa charge le CAB, de réinciser sur cette proposition. Et je pense que ça aurait du sens, effectivement, que l'ensemble des commerçants dans des rues commerçantes, notamment, puissent avoir... Excusez-moi, il fait très chaud là. Puissent avoir donc ces informations-là et le meilleur moyen, effectivement, la réactivité, c'est pas les flyers, parce que les flyers, vous savez ce que c'est, on met la boîte aux lettres et puis on les met à la poubelle sans les lire. Mais par contre, à travers les nouveaux outils, enfin quand j'ai nouveaux outils, ils ne sont quand même pas nouveaux ceux-là, mais en tout cas, ça permet une réactivité. Mais voilà, il faut que ça s'organise et je pense que le CAB, l'Office de commerce et d'artisanat de Bourges, a un rôle à jouer dans ce domaine-là. Excusez-moi, je fais une petite pause, mais j'écoute la question. Alors, la question, elle est posée par Hervé. Savez-vous si les infirmiers et infirmières qui étudient à Bourges ou Vierzon restent dans notre région après leur diplôme? Je ne sais pas, mais je suppose qu'il y en a qui restent, mais il y en a qui partent. Hein. L'avantage en fait de ce beau métier d'infirmière, c'est qu'aujourd'hui on est en pénurie partout. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est un métier où les jeunes hommes et les jeunes femmes ne peinent pas à trouver
un métier. Partout, partout où elles iront, j'aurais tendance à dire, elles trouveront dans un centre hospitalier, dans une clinique, dans un CHU, elles trouveront forcément chaussures à leurs pieds, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je n'ai pas de statistiques, mais par contre, je dois me rendre à l'IFSI, c'est ça, je crois, l'école l'IFSI plus exactement, le 12 juillet de mémoire, pour la remise des diplômes. Et c'est une question que je peux effectivement poser pour savoir si, est-ce que l'école a une connaissance effectivement de l'implantation des jeunes infirmières après leur sortie de l'école. Après, le problème, c'est de savoir c'est le suivi dans le temps, parce qu'une jeune infirmière peut peut-être démarrer, ou un jeune infirmier, je ne vais pas faire de sexisme, commencer éventuellement à Bourges, et puis la vie faisant, aller ailleurs en France ou même à l'étranger. Donc après, le suivi est toujours très compliqué. Mais au moins, je pense que sur les sorties, on doit être en capacité d'avoir les éléments. La question suivante est posée par Laurent. Pourriez-vous nous faire un retour sur les travaux qui vont avoir lieu rue Louis Mallet? Oui, alors, un retour sur les travaux, non, parce qu'ils n'ont pas commencé, mais en tout cas, un retour sur ce qu'on a prévu de faire, et notamment la réunion publique qui a eu lieu la semaine dernière. Alors, pour faire simple, ce sont des travaux qui vont avoir lieu sur 2 exercices, c'est-à-dire 2018-2019. Donc, les travaux ont démarré donc, au mois de septembre-octobre de cette année. Ils vont se terminer au mois de décembre l'année prochaine. Mais bon, quand je dis décembre l'année prochaine, on sera plutôt sur les finitions. Il faut rappeler que ces travaux, le rue Mallet, vont concerner le tronçon qui se déploie entre le boulevard de l'Avenir et la Rocade. Pas la partie de la rue Mallet qui est au-delà du boulevard de l'Avenir. Donc on va faire ça effectivement en 2 temps. Un premier temps qui va nous amener jusqu'à la fin de cette année, on va dire septembre, décembre ou janvier l'année prochaine, qui va concerner la première partie entre le boulevard de l'Avenir et puis la rue de Vauvert, ce secteur-là. Et puis la deuxième partie aura lieu dans la foulée. Donc il y aura, autant que faire se peut, on essaiera de garder le plus longtemps possible la circulation en double sens. Malheureusement, il y a un moment donné, ça ne marchera pas, donc on déviera la circulation par la rue de Vauvert. Alors évidemment, on nous dit ça fera plus de circulation, la rue n'est pas faite pour ça, sauf qu'à un moment donné, il faut bien que les voitures puissent fonctionner. Quand il n'y aura pas les 2 voies, il y aura de l'alternat, et quand on pourra effectivement on devra boucher la rue, on passera par la rue de Vauvert. Mais ça sera sur des périodes quand même relativement courtes, et les opérations les plus lourdes qui vont concerner à la dépôt sur l'enrobé auront lieu pendant les vacances de Toussaint pour la première partie. Et puis pour la deuxième partie, ces travaux-là auront lieu plutôt dans les vacances d'été de l'année prochaine, pour profiter effectivement de ces périodes de creux pour limiter la gêne. Donc voilà, Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur les travaux? C'est-à-dire qu'on va veiller à ralentir les vitesses pratiquées de 2 façons. D'abord, on va rétrécir considérablement la largeur de la voirie, qui doit faire 5,50 m de mémoire. On va supprimer les îlots centraux. Aux intersections des rues et à proximité des passages piétons, on va faire des plateaux surélevés. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre aussi? On va aménager de part et d'autre des aménagements cyclables en axes partagés. On va refaire les trottoirs, changer les bordures de trottoirs, mettre des bordures hautes de manière à empêcher le stationnement sur trottoir. On va refaire les enrobés de trottoir. Et puis quand j'aurai dit ça, je pense qu'on aura tout dit. Pour la modique somme, tout compris, ça en fait une enveloppe entre 2,5 millions et 3 millions d'euros. Je rappelais simplement que c'était un engagement de campagne, comme la rue de Lasnais, les 2 grands actes qui nous avaient été demandés. Donc nous avons fait la rue de Lasnais et nous faisons la rue Louis Mallet. Une question de Mathilde concernant la ville aux enfants, qui a été encore un succès cette année. Pensez-vous la faire sur 2 jours l'année prochaine pour qu'il y ait moins d'attente aux attractions? On n'est pas sur ce schéma-là pour l'instant, mais on peut y réfléchir malgré tout. Par contre, on est sur un schéma d'agrandir en fait l'espace. Utiliser, j'ai mis une toute petite réserve quand même, mais bon voilà où on en est. Utiliser la place Étienne Dolé, peut-être un peu plus que la partie qui était utilisée cette fois-ci, et peut-être de profiter de la rue Victor Hugo, la partie qui part de la rue Moyenne et qui va jusqu'à la cathédrale, jusqu'à place Étienne Dolé, pour pouvoir installer peut-être d'autres jeux. Et en même temps, en complément, puisqu'on aura refait la place Victor Hugo, entre-temps, d'utiliser cet îlot Victor Hugo qui sera donc beaucoup plus grand et beaucoup plus plan pour pouvoir
peut-être mettre d'autres jeux. Mais sur 2 jours, c'est quand même plus compliqué. Mais enfin, voilà, on peut avoir cette réflexion. D'abord, c'est un coût plus important, hein, c'est 2 fois plus cher, évidemment. Mais bon, je ne m'interdis pas à ce qu'on fasse ça sur 2 jours. Mais en tout cas, voilà, le premier bilan là, qu'on a fait la semaine qui a suivi était plutôt sur le fait d'étendre davantage l'espace. Et puis que ça puisse faire un appel davantage de la rue moyenne, de manière à ce que cet espace se voit peut-être un peu plus. La question suivante nous vient de Norbert. Voilà 2 années que nous devons supporter un voisinage extrêmement bruyant se manifestant durant les fins de semaine. Cela se passe rue Émile Deschamps, où des locataires indélicats confondent leur salon avec une discothèque. Pouvez-vous faire quelque chose pour qu'enfin la loi soit respectée ? Écoutez, ce que je vous propose sur un sujet comme ça, bon, je ne vais pas me déplacer tous les fins de semaine, bon, sauf si je suis invité par vos voisins, mais ça ne sera pas le cas. Plus sérieusement, faites-moi aussi un courrier, un email, vous m'expliquez tout ça. Et puis j'appuierai votre demande d'intervention auprès de la police nationale, de manière à ce qu'ils puissent, peut-être pas tous les soirs, mais bon, il suffit qu'ils interviennent une fois ou deux pour faire comprendre qu'on n'est pas en boîte de nuit. Sinon, ils ont une boîte de nuit un tout petit peu plus haut que la rue des Champs, à droite en montant. Et donc c'est mieux pour s'amuser. Alors on me dit, il faut que tu indiques ton mail. Bon d'accord, donc j'ai indiqué mon email. Donc mon adresse email c'est Pascal comme Pascal, point comme point, blanc comme blanc, pascal.blanc, arrobas, ville-du-6, bourges.fr. Mais si vous voulez contacter, vous allez sur le site internet de la ville de Bourges, vous allez sur la page qui s'appelle Vos élus, je crois que ça marche toujours comme ça, vous allez cliquer sur la photo de votre maire et donc l'adresse email sort immédiatement. Et voilà. Alors, il nous reste 4 minutes, 5 questions. Et on a une question de la session précédente qui est posée par Marie. Oui. Qu'est-il prévu concernant l'entretien des cours d'eau sur Bourges, notamment pour les herbes envahissantes qui bougent de plus en plus certains d'entre eux ? Il faut laisser... c'est toujours des sujets qui sont complexes. D'abord, pour rappeler simplement qu'on ne traite pas les cours d'eau comme on les traitait il y a 50 ou 60 ans. Alors, certains disent à tort, mais en tout cas, maintenant, on est réglementé par la police de l'eau et surveillé, en tout cas. Donc, les méthodes qui consistaient à mettre un bulldozer là-dedans, enlever la vase et puis enlever les herbes, c'est terminé. Il faut assurer la biodiversité. Donc ça, c'est réglementé. De là à dire que les herbes envahissent les cours d'eau, oui. Mais c'est aussi la conséquence d'ailleurs de tout le mauvais traitement qui a eu lieu précédemment, puisqu'en fait on a fait en sorte de creuser en quelque sorte les cours d'eau, et donc on ne fluidifie pas en fait la circulation de l'eau, et donc en conséquence de quoi l'herbe a tendance à pousser plus facilement. Donc c'est pour ça qu'il faut, contrairement à ce qu'on peut imaginer, curer les cours d'eau va pas dans le bon sens. Donc il faut laisser effectivement les choses paisibles. Alors il n'empêche pas moins que s'il y a des embâcles, s'il y a ce que j'appelle les embâcles, hein, c'est des branches à travers les cours d'eau, entre autres, ou des troncs, ou quelque chose qui empêche l'écoulement des cours d'eau, il faut nous demander d'intervenir. On interviendra soit auprès des propriétaires si on n'est pas chez nous, soit on interviendra nous-mêmes. Et puis, pour les herbes, pareil, hein, n'hésitez pas à nous solliciter, mais il ne faut pas imaginer qu'il n'y aura plus du tout d'herbe sur les cours d'eau, ce qui sera un vrai problème pour la biodiversité. Mais si effectivement vous constatez qu'à un moment donné l'eau ne circule plus, surtout il faut nous le dire parce qu'on a cette responsabilité en tout cas. Une question de Jimmy de Bourges. En cette période de l'année, beaucoup de personnes sont dans les parcs, les jardins, parvis de la cathédrale. Que nous soyons ou non en mesure Vigipirate, je pense que le passage des forces de l'ordre ne sont pas assez fréquents. Pour la descente infernale, avez-vous prévu un renforcement de la sécurité ? Alors il y aura, comme chaque année d'ailleurs, pendant ces grands événements, il y a une présence accrue notamment de la police municipale qui est concentrée sur ces événements. Comme je disais tout à l'heure, vous imaginez bien que quand vous réunissez 14 à 15 000 personnes, il faut mettre le site en sécurité. Maintenant, le site en sécurité ne veut pas dire risque zéro. Mais voilà, c'est un événement exceptionnel, on déploie les moyens exceptionnels. La question suivante. Eh bien, elle est posée par Anne. Peut-on toujours bénéficier de vélos prêtés par la ville ? La réponse est oui. Merci. Une question de la session précédente maintenant qui est posée par Denis.
Plusieurs édifices religieux en France et en Europe sont illuminés avec un jeu de lumière qui ressemble à un spectacle fantastique. Est-ce que la cathédrale de Bourges pourrait se munir de ce jeu de lumière plusieurs fois dans l'année, dans un avenir proche? Oui, je veux dire oui. Bon, après, il faut chiffrer tout ça. Donc, ça a forcément un coût. C'est très joli. On l'a vu pendant, pendant les fêtes médiévales, même si c'était des projections très, très ponctuelles. Maintenant, ça a un coût important. J'ai Pierre-Antoine Guinaud, qui est maire adjoint en charge du patrimoine, m'a communiqué donc, la semaine dernière le chiffrage de ce que coûte Chartres, en fait. Il faut savoir que c'est un investissement qui n'est pas si important que ça. Hein. Je crois que c'est à peu près, de mémoire, autour de 100 000 euros. Mais tenez-vous bien, c'est 200 000 euros de fonctionnement par an. 200 000 euros, c'est un demi-point d'impôt, hein, simplement pour vous dire, en fonctionnement. Donc tous les ans, il faut verser un demi-point d'impôt. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, je voulais vous donner un peu ces éléments-là parce que oui, c'est très beau, mais tout ça a un coût et puis il faut pouvoir le digérer. Alors autant d'investissement, bon, c'est des choses qu'on peut porter. Hein. Bon, il faut prioriser les investissements, mais on peut porter. Par contre, le fonctionnement à hauteur de 200 000 euros par an, c'est quelque chose de très très compliqué. Notamment, je rappelle que la ville de Bourges doit contractualiser avec l'État d'ici la fin du mois, hein, donc le 30 juin, avec des objectifs de plafond de dépenses et des dépenses de fonctionnement. Donc ça va être quand même très très compliqué. Je pense qu'on va y arriver, mais on n'est pas dans une période effectivement où on peut dépenser. Alors je ne vais pas dire n'importe comment, parce que ce que vous proposez, ce n'est pas n'importe comment, mais en tout cas, il faut vraiment se poser des vraies questions sur ces coûts de fonctionnement. Donc voilà, oui, je pense que c'est quelque chose qui pourra être fait un jour, hein, puisque j'aurais tendance à dire beaucoup de cathédrales le font depuis très longtemps, et nous, on est un peu en retard sur le sujet, mais attention à ces coûts de fonctionnement. Alors, on est arrivé à la dernière question. Elle revient à Pierre. Allez-vous faire une réception en l'honneur de la première place d'Alpine suite à la disqualification de l'écurie russe aux 24 heures du Mans? D'abord, sauf erreur de ma part, enfin bon, j'ai pas confirmation, alors parce que j'ai suivi l'actualité avec Philippe Sinault ce matin, j'ai échangé avec lui, sachant que l'écurie qui a été proposée éliminée a fait appel, donc je suis pas sûr qu'on soit, alors peut-être que ça s'est peut-être décroché là, cet après-midi, mais en tout cas, voilà, on n'était pas au bout du processus, donc soyons prudents. On me dit même que l'appel, il y a 4 jours pour y répondre, donc vous voyez, on n'en est pas là pour l'instant. Maintenant, est-ce qu'il faut faire une fête? Peut-être, j'en sais rien. Il ne faut pas qu'on fasse des fêtes à chaque fois qu'Alpine gagne une course, parce que sinon on ne va pas arrêter. Bon, maintenant, s'ils ont encore, est-ce que je leur souhaite en fin de saison un titre de champion du monde? Bon, là, peut-être qu'on on verra quelque chose. Je crois que vous savez, le plus beau, le plus beau des cadeaux qu'on peut faire à cette grande écurie, comme on l'a fait d'ailleurs pour les basketteuses, mais pour l'écurie, pour cette victoire, c'est n'hésitez pas à leur faire passer des messages à travers notamment les réseaux sociaux. Je sais qu'ils sont très sensibles. Je crois que ça leur fait vraiment chaud au cœur. Bon, de faire des manifestations à chaque fois qu'ils gagnent une course, bon, c'est bien de le faire, mais je crois qu'après, ça rentre un peu dans des habitudes. Et fêter des beaux événements comme on l'a fait donc pour le 14e titre de champion de France de Bourges Basket, bon, c'était bien de le faire parce que c'était le 14e titre, mais on ne va pas forcément le faire à chaque fois. Donc voilà. Il n'y a plus de questions? Non, c'était la dernière question. Écoutez, on a vraiment vidé tout ce qu'on avait dans les rayons hein, de cette session-là et les sessions précédentes. Mais écoutez, c'est le moment de nous quitter, bon, pour une période un peu plus longue que d'habitude, hein, puisque nous nous retrouvons au mois de septembre, donc la date n'est encore pas arrêtée, mais en tout cas, bon, on va se retrouver sans doute autour de mi-septembre, dès que vous surveillerez, je pense, sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles de Bourges, je crois qu'on vous l'indiquer au mois de septembre, et puis sur le site internet, la date de notre rendez-vous. Donc en attendant, je vous souhaite un très très bel été. Profitez de vos vacances pour ceux qui prennent des vacances, profitez du beau temps, parce que je pense qu'il fera beau. Profitez de Bourges aussi, n'oubliez pas, Bourges est une belle ville où il se passe beaucoup de choses, une ville verte, une ville bleue, une ville où on peut circuler à vélo, une ville où on peut marcher, une ville où il y a des commerces qui fonctionnent, comme le disait ce matin en réunion quelqu'un, on dit qu'il y a que 20% des commerces qui sont vacants, mais il y en a 80% qui fonctionnent, soyons positifs. Et puis si vous partez en dehors de Bourges, profitez-en, profitez de la montagne, profitez de la mer, profitez de la campagne, profitez si vous êtes en France, si vous êtes à l'étranger. Regardez surtout ce qui se fait ailleurs, rapportez-nous des idées qui sont à partager.
Et regardez bien ce qui se passe ailleurs. Et revenez peut-être avec parfois un œil neuf, parce qu'on se dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est parfois l'occasion de quitter notre territoire et pour s'apercevoir, finalement, on n'est peut-être pas si mal que ça à Bourges. En attendant, une fois encore, bon été, à très bientôt. Au revoir.